Dominique, aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions des difficultés. Des difficultés que rencontrent les participants, enfin les personnes qui ont suivi des formations au cadrage, des difficultés à utiliser le cadrage dans leur vie au quotidien. Ils trouvent que c'est hyper intéressant, ça a complètement de sens pour eux, et néanmoins, dans la pratique, ils ont du mal. Alors, évidemment, il y a des difficultés de type, de nature différente. Mais il y en a certaines qui reviennent, enfin, que j'entends. Et donc, si tu es d'accord, on va les prendre peut-être une par une. Hein. Mhm. OK. Donc, la première, c'est celle d'un manager qui se trouve face à un hiérarchique. C'est vrai que la position avec le hiérarchique, ça crée déjà une tension, hein, dans le comportement, hein, on le sait, mais Mhm. qui Mhm. n'a pas le temps. Alors, pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est même physique. Il est dans un ascenseur, la personne lui demande quelque chose et entre deux portes, comme on dit, hein, entre deux portes. Et parfois, c'est évidemment même dans un entretien, mais il sent qu'il n'y a pas le temps pour aller plus loin, pour explorer la demande. Donc, ma question à toi, c'est que peut-il faire? Quelles seraient les stratégies de communication intelligentes pour lui dans ce cas-là? Mhm. Il est vrai que c'est assez courant, ça, de voir dans l'entreprise des managers qui t'interpellent. Alors, tu parlais de l'ascenseur, mais c'est aussi à la sortie d'une réunion Exact. ou entre deux portes où ils passent dans un couloir. Et là, les managers sont assez démunis pour savoir de quoi il s'agit. Et en particulier, quand ils sont sollicités pour mettre en œuvre une action qui est demandée dans cet espace-temps contraint, c'est pas facile pour eux de s'en sortir. De la même façon, quand on leur demande de donner un avis, parce qu'il y en a qui leur demandent dans ces situations-là de donner leur position sur une problématique. Tiens, en fait, tu penses quoi de ceci? Et là, ma recommandation ou la stratégie que je suggère, c'est la stratégie du cadrage minute. Il s'agit en fait, en une minute, d'obtenir l'information minima pour pouvoir progresser de façon un peu intelligente. Alors, comment s'y prend-on? D'abord, je reformule de façon assez brève, hein, ce que le manager vient de m'exprimer et tout de suite derrière, j'envoie un scud parce que lui, il se permet de mettre dans une position inconfortable. Moi, je le mets en symétrie dans une position tout aussi inconfortable, mais c'est dans l'intérêt des deux. Je envoie un scud, à savoir une question précise pour l'amener de sa demande à l'objectif de niveau supérieur. C'est une question qui pourrait être du type en me demandant telle chose, tu veux en faire quoi? Tu veux parvenir ou aboutir à quoi? Ce sont les questions de décryptage traditionnelles qu'on retrouve dans la formation au cadrage de la demande pour pouvoir accéder aux composants fondamentaux. Et puis, je crois que tu le disais tout à l'heure, mais la plupart du temps, les managers n'ont pas, comment dirais-je, l'intention de nous bousculer. Ils le font parce qu'ils sont pressés, ils ne se rendent même pas compte de la situation inconfortable dans laquelle ils nous mettent. Voilà. Et alors, si je n'ai pas réussi à avoir cet objectif de niveau supérieur, soit parce qu'il marche trop vite, je n'ai pas pu le suivre, euh, soit parce que pour différentes raisons, il ne peut pas me les donner ou il ne veut pas me les donner, j'essaye alors très vite, en le rattrapant, de lui demander si on peut se voir. Car mon deuxième objectif, au-delà de l'objectif de niveau supérieur, c'est d'essayer d'avoir un minimum de rencontres et d'essayer d'obtenir un rendez-vous. Et comment tu formulerais, on peut se voir, enfin, Ah, je pense que ça doit être spontané en fonction de la nature de la relation que j'ai avec ce hiérarchique et le contexte dans lequel je me trouve. Hein, c'est des questions du type est-ce que vous auriez une minute pour qu'on puisse en parler dans la journée ou à un autre moment? Mais je crois que là,
déjà, les stratégies que je propose ne sont pas très naturelles. Je ne voudrais pas en rajouter et laisser à l'interlocuteur le soin de trouver comment il va demander ce rendez-vous. En tout cas, il y a une règle peut-être sous-jacente qu'on peut conserver, c'est d'être toujours down sur le contenu et up sur le processus. Autrement dit, c'est moi qui vais essayer de déclencher une demande de rendez-vous. Là, je suis up sur le processus. Mais je ne cherche pas à approfondir les éléments du cadrage de la demande pendant cette période comprimée et sous la pression du temps. L'enjeu, c'est d'avoir un espace-temps pour aller plus loin. L'enjeu, c'est d'obtenir un espace-temps pour aller plus loin, ou si on ne le peut pas, pour des raisons, imagine que ce soit le directeur général qui passe dans l'usine, je suis directeur d'usine, et qui sort de l'ascenseur, qui me pose cette question et qui part prendre son train ou son avion, je n'ai pas la possibilité d'avoir cet espace. Mais on peut quand même prendre un rendez-vous par téléphone, on peut trouver d'autres façons de le faire. Alors, une deuxième difficulté n'est pas tellement liée au temps, celle-là, mais liée à, on va dire, l'attitude du demandeur, donc l'attitude du hiérarchique. Oui, ça peut être parfois un client aussi, hein, pas seulement, ça peut être un client interne ou un client externe, hein, qui ne joue pas le jeu. Il ne joue pas le jeu de prendre le temps de répondre aux questions, d'aller chercher, mais à quoi ça sert, à quoi on verra qu'on y sera arrivé. Alors, pour toutes sortes de raisons, hein, c'est pas toujours de l'ordre de la perversité, ça peut être de la perversité d'ailleurs, le plaisir hein, de voir l'autre patauger, hein, mais parfois c'est juste peut-être qu'il n'a pas ses réponses, en tout cas elles ne lui viennent pas, donc c'est peut-être inconfortable pour lui. En tout cas, le fait est que mon cadreur, mon manager, là, il se trouve face à un dirigeant qui ne lui donne pas les réponses à ces questions. Que peut-il faire? Alors, je peux dire que dans ma vie professionnelle de dirigeant puis de coach, j'ai rencontré de manière récurrente un certain nombre de situations de ce type et j'en ai fait, c'est pas très systémique, mais une petite typologie. Hein. Il y a d'une part ceux qui sont de simples transmetteurs et qui n'ont pas eux-mêmes cadré la demande. C'est une première catégorie de gens qui représentent une difficulté pour le manager. Et puis, il y a ceux qui expriment une demande, mais qui ont du mal à aller à l'objectif de niveau supérieur et qui ont besoin d'être aidés. Et c'est là où le manager, qui a appris à cadrer, peut l'aider à clarifier, et ils le font ensemble. Et le faisant ensemble, c'est un travail, c'est le début d'un travail commun. Et puis, il y a ceux qui s'échappent, on revient à la catégorie précédente, en prétextant qu'ils n'ont pas le temps. À la limite, ils se lèvent au bureau et ils disent « j'ai une réunion, il faut que je parte ». Et puis enfin, ceux qui, pour utiliser un peu tout à l'heure, ceux qui, pour conserver l'illusion du pouvoir, gardent l'information, même s'ils la connaissent. Et puis enfin, il y a ceux qui, par respect des autres ou par souci d'efficacité, leur demande est accompagnée de l'objectif de niveau supérieur. Et cela, j'en ai rencontré, ils existent. Autrement dit, voilà les différentes catégories de personnages que j'ai rencontrés. Alors, pour appréhender ces différentes situations liées aux demandeurs, je recommande une stratégie qui me paraît appropriée, que j'ai dénommée le cadrage ascensionnel. Ça consiste à restituer par écrit, en moins d'une page, si possible, pour ne pas donner un alibi de non-lecture, l'ensemble des composants du cadrage, et pour les éléments qui me manquent, je les invente pas parce que je suis dans le contexte de l'entreprise, mais je les imagine et je mets un contenu. Et donc, je vais remplir une petite fiche de cadrage de la demande qui m'a été faite et puis je vais la lui expédier avec un petit mot peut-être en disant je reste à votre disposition si vous voulez qu'on en parle, ou si la relation est plus proche, c'est donne-moi un rendez-vous, on va approfondir l'entretien.
Voilà. Et l'impression que je me dis, on peut être un petit peu plus manipulateur, si je puis dire, avec ceux qui ne répondent pas. Et j'ai vu un manager un jour qui avait envoyé comme ça par l'ascenseur, si je puis dire, le cadrage de la demande qu'il a complété à sa manière. Et puis son hiérarchique n'ayant pas répondu alors qu'il l'a relancé une seconde fois par un petit SMS, eh bien, il est allé faire une photocopie dans le service d'un autre hiérarchique qui était aussi concerné par la demande pour faire savoir qu'il y avait quelque chose. Mais c'est toujours très délicat. Là, on atteint des limites un peu de perversité dans les relations. Oui. Voilà, en tout cas, cette remontée, c'est un outil que j'ai trouvé et que les managers ont trouvé très efficace parce que ça devenait une espèce de support transactionnel entre eux. Oui. Et j'imagine que ça colle bien pour le cas qu'on évoquait dans une conversation ensemble l'autre jour. C'est le cas du hiérarchique qui dit, mais c'est à vous, hein, c'est à vous de savoir à quoi ça sert. C'est à vous euh, de... Oui, oui, oui. Vous savez bien, hein. Je peux prendre un exemple. Mon patron me fait venir dans son bureau. Un manager me raconte, le patron m'a fait venir dans son bureau et quand j'ai voulu cadrer et aller à l'objectif d'un niveau supérieur, il m'a répondu, compte tenu de votre fonction, vous devriez le savoir, vous devriez le savoir. Un autre m'a raconté la même chose et m'a dit, mais pourquoi je vous paye, moi, hein? Et il refuse certains managers refusent de rentrer en relation et scotche le manager par des réflexions de ce type. Et c'est pour ça que dans ces situations, le cadrage ascensionnel est intéressant. De la même façon, j'ai une autre situation aussi qu'un manager m'a rapporté. Il va voir le demandeur qui parle, lui laisse passer une, et puis qui termine par et je compte sur vous pour m'aider à résoudre cette problématique. Il se lève et puis il le quitte. Voilà. Et donc, la seule solution qu'a eu le manager, c'est de faire une fiche de cadrage et de le lui transmettre et de faire donc un cadrage ascensionnel. C'est ça. Et ça a bien marché, parce que la personne qui parlait tout le temps, qui ne laissait pas lui poser des questions, ne se rendait pas compte du comportement qu'elle avait. On rejoint un peu ceux qui sont pressés et qui ne se rendent pas compte qu'ils mettent leur interlocuteur dans une situation difficile. Dominique, une autre difficulté qu'expriment les participants lorsqu'ils reviennent après un mois de pratique, hein, est en fait un commentaire qu'ils disent. Ils disent, ah, c'est bien cette méthode, elle a vraiment du sens, sauf que pour moi, c'est pas naturel, disent-ils. Euh, Ça fait artificiel. Donc, ils se jugent en quelque sorte, enfin, en tout cas, ils jugent la tonalité de la conversation. C'est vrai qu'ils sont débutants dans la matière. Et cette artificialité les gêne. Que peuvent-ils faire? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Oui. Euh, beaucoup de managers m'ont posé cette question-là et ils sont gênés par cette dimension. Certains d'entre eux sont gênés par cette dimension parce que quelque part, ça leur pose une question d'ordre éthique. Il est d'une part d'ordre éthique, mais d'autre part, ils disent, mais est-ce que la communication, ça ne doit pas être spontané dans l'entreprise? Et la réponse que j'apporterai en m'appuyant sur un des principes de l'école de Palo Alto, c'est qu'on ne peut pas ne pas influencer les autres, qu'on le veuille ou non. Et par conséquent, si on les influence de toute façon, malgré nous, et sans obtenir de résultats satisfaisants, alors quel bénéfice apporte la spontanéité ou le naturel? Il faut bien revenir à l'objectif de ce cadrage, il n'est pas d'être naturel pour être naturel, mais il doit avoir pour but de faciliter la progression de l'échange dans l'intérêt des parties.
et d'obtenir quand même voilà, ces informations importantes si on veut faire du bon boulot. parce qu'on a besoin de ces informations dans l'intérêt de chacun. Eh ouais. Ça demande d'être convaincu hein, de son intention, de de la pertinence hein, de ce mode de communication. Mm-hmm. Oui, comprendre que il ne s'agit pas ni de l'un ni de l'autre, mais de trouver le moyen dans la relation de faire en sorte qu'on aboutisse à un résultat positif pour les deux. Ouais. Et non pas de vouloir être naturel pour être naturel. C'est vrai que ce qui me vient aussi en t'entendant, c'est que lorsque tu cadres, ça fait très naturel. Et donc, un cadreur c'est aussi une question d'habitude. Hein. Donc, ce que disent souvent les gens, c'est, à mon avis, derrière ce mot naturel, c'est peut-être, c'est pas une habitude qu'ils ont encore prise. Parce qu'une fois qu'ils prennent l'habitude de cadrer, ça devient naturel. Ça peut devenir naturel, absolument. Absolument. Mais de toute façon, quand on est dans un entretien de cadrage, on est à un, deux, voire trois niveaux selon l'entraînement qu'on a, mais on se fait des réflexions parfois pendant un entretien. Et pendant qu'on se fait ces réflexions, est-ce qu'on est bien naturel, spontané? Celui qui est vraiment spontané, c'est celui qui est au premier niveau tout le temps. Et celui-ci n'est pas forcément un professionnel pour aider son interlocuteur à clarifier sa demande. Et oui, et donc c'est toute une éducation aussi de la retenue, hein, de la retenue à bon escient, hein, de la retenue des comportements, des modes d'interaction qui viennent perturber et empêcher l'interlocuteur, enfin, le cheminement de son interlocuteur. Ah, absolument. C'est un peu comme un guide en haute montagne qui accompagne une personne qui gravit la montagne avec lui. Lui, naturellement, il montrait la montagne sans bien réfléchir, mais là, il est à un deuxième niveau qui est, il faut que je monte moi relativement naturellement cette montagne, mais qu'en même temps, je m'occupe de celui que j'aide et que j'accompagne, si je pouvais prendre une analogie. Ben, merci d'avoir donné des réponses hein, à ces trois difficultés récurrentes. Hein. Et j'espère que ça voilà, aidera nos apprentis cadreurs à prendre le goût de, de se remettre à l'ouvrage, parce que c'est aussi par des petites victoires hein, qui fait que des pratiques successives, oui. Des impossibilités deviennent finalement des possibilités. Hein. C'est un peu voilà, comme ces montagnes. Hein. Tant qu'on n'a pas monté le col, on se dit c'est très haut. Et après, ça devient plus habituel. Merci à toi. Merci Dominique.